Le leader de la révolution islamique a reçu ce lundi 25 février à Téhéran le président syrien Bachar el-Assad. Cette visite qualifiée d'historique intervient alors que les États-Unis ont annoncé vouloir garder 400 soldats en Syrie, malgré l'éradication présumée de Daesh. Le président syrien Bachar el-Assad s'est rendu à Téhéran à la veille de la rencontre prévue entre Netanyahou et Poutine, rencontre qui a été reportée une fois et qui, selon les médias israéliens, devrait être axée sur la présence iranienne en Syrie, à laquelle Israël veut mettre un terme à l'aide de la Russie. Comment peut-on analyser cette visite et quel message cet événement envoie-t-il? Cette visite est très riche d'enseignements. D'abord, en fait, la rencontre était très chaleureuse, comme on a pu le voir sur les écrans. C'était une véritable, je dirais, félicitation mutuelle de victoire. Très chaleureuse, très amicale et qui montre quand même que les relations entre la Syrie et l'Iran sont des relations importantes, très proches, pas seulement conjoncturelles, mais aussi sur le plan stratégique. Le président Assad a évoqué aussi le fait que la Syrie s'est tenue aux côtés de l'Iran pendant la guerre de 8 ans aussi, qui a été la guerre acharnée, qui a été menée par les Irakiens, poussés par les Américains et les Saoudiens contre l'Iran. Donc le président Hafez al-Assad, qui est le père de Bachar al-Assad, c'était aussi la Syrie était aux côtés de l'Iran dans cette guerre acharnée. L'Iran était aux côtés de la Syrie dans cette guerre qu'on peut dire importante, énorme et internationale contre cette guerre mondiale contre la Syrie, en fait, de tous les pays occidentaux, de tous les pays impérialistes, donc tout l'axe atlantiste, plus leur laquais de la région, en fait, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe qui ont en partie aussi la Turquie. En fait, eux, ils n'ont pas tellement parlé de la Turquie puisque l'Iran entretient des relations très amies et très, je dirais, importantes aussi avec la Turquie. Mais la guerre a été menée quand même contre la Syrie de manière féroce, tous ces pays-là. L'Iran s'est tenu aux côtés de la Syrie dans le cadre du front de la résistance, donc pas seulement l'Iran, mais aussi le Hezbollah, la résistance libanaise, ce qui a permis, avec aussi nos alliés russes, qui n'ont pas été oubliés non plus du chapitre, mais tout ceci a aidé à emporter des victoires importantes contre les terroristes et la récupération de 85% du territoire syrien, alors qu'en 2013, il n'en restait que très peu sous le contrôle de l'État syrien. Donc ça, c'est une victoire éclatante contre contre cette guerre qui est complètement exceptionnelle et extraordinaire, puisqu'elle ne se fait pas, ce n'est pas une guerre normale, ce n'est pas une guerre par armée interposée, c'est une guerre par hordes sauvages interposées qui sont d'ailleurs dirigées pour chacune des factions par un pays différent qui les soutient, qui les arme, etc. Alors qu'ils étaient armés avec les armes les plus récentes et auxquelles la recherche scientifique vient d'aboutir. Et alors que l'armée syrienne a les armes qu'elle avait en fait qui datent de l'année 74. Donc tout ceci, c'est en fait en gloire à la résistance, à
et à la bravoure en fait et l'héroïsme du peuple syrien, de l'armée syrienne et du dirigeant syrien, le président Assad, qui a mené cette guerre et qui a mené son pays, qui a mené la Syrie à cette victoire qui étonne et qui surprend toutes ces forces qui étaient alliées contre nous. Donc presque 130 pays du monde qui avaient envoyé des terroristes sévir en Syrie et commettre les crimes les plus barbares et les plus sauvages contre la population, mais la population a résisté a résisté, a resserré ses liens. Ils ont voulu diviser la population en différentes ethnies, factions, confessions, etc. Aujourd'hui, le peuple syrien est beaucoup plus uni. Les gens se sont unis dans la bataille, dans la résistance, et le plan occidental de destruction réelle de la Syrie, non seulement de destruction de l'État syrien, mais de destruction de la société syrienne et de l'entité syrienne en tant que telle et de la civilisation syrienne, ce plan a échoué complètement. C'est ce qui fait rager complètement les États-Unis et Israël, qui sont les fomentateurs principaux de ce plan et de cette agression, je peux dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, étant donné que la victoire est réellement non seulement annoncée, elle est sur le terrain, c'est une réalité. Les Américains se retirent en disant c'est une terre de mort et de feu. Ils voulaient se retirer, mais alors les Israéliens et les alliés européens, certains alliés européens des Américains se sont alertés, comme la France, qui trouvait que c'était une grave erreur que les États-Unis se retirent de la région. De la même manière, le responsable ou le porte-parole du gouvernement israélien, le Netanyahou, qui lui-même est en crise dans son pays et qui est poursuivi pour des affaires de corruption énormes, lui et sa femme, ils veulent continuer à se battre et ils veulent impliquer les États-Unis dans la guerre et ils cherchent toujours à faire éclater une guerre mondiale, je dirais, dont le foyer serait la Syrie et la région. Netanyahou, il avait déjà demandé à être reçu par la Russie et Poutine avait carrément rejeté cette demande auparavant, donc il y a presque une semaine. Il a refusé de le voir et refusé de répondre. Mais bon, néanmoins, il est prévu qu'il le voie demain, si ce n'est pas annulé d'ailleurs d'ici là. Mais Netanyahou cherche toujours à faire du spectacle et utilise des rencontres dans son, comment dire, dans ses propos ou pour sa propre propagande. Il fait dire à la Russie ce qu'elle n'a jamais dit et le simple fait d'y avoir été, il essaye de montrer qu'il est soutenu, etc., qu'il a passé des accords. Donc beaucoup de paras, disons, beaucoup d'apparat, mais en fait la réalité c'est que de toute façon la Russie a toujours considéré et mis en garde Israël contre les bombardements, contre la Syrie, contre le Liban. La Russie a toujours dit que ce sont des violations de la souveraineté de l'État syrien et des violations de l'État du ciel libanais et ce sont des États souverains et que c'est une violation de la Charte des Nations Unies.
La Russie, dans sa stratégie, fait appliquer la Charte des Nations Unies dans le sens de la sauvegarde de la souveraineté des différents pays, d'un côté. De l'autre côté, n'oublions pas qu'il y a eu quand même 14 officiers russes qui ont dépéri dans une attaque israélienne qui voulait brouiller les pistes entre la Russie et la Syrie. Cette attaque contre l'Ilyushin 20, en fait, par laquelle l'Ilyushin 20 est tombé. Ils voulaient mettre ça sur le dos de la Syrie, alors que leur avion de combat se cachait dans l'ombre du L-20, du Il-20. Et donc, il y a quand même 14 officiers russes qui ont dépéri dans cet accident. C'est pas un accident, dans cette agression israélienne contre la Syrie. Il y avait dans la mer aussi une frégate française qui a aussi échangé des coups de feu. Donc, j'aime autant dire que la Russie n'est pas prête de renouer une amitié, entre guillemets, ou n'importe quelle relation amicale ni avec Israël, ni avec la France, en fait. Un autre point qui est important, c'est qu'à chaque fois, la Russie rappelle aussi qu'il faut respecter la souveraineté de la Syrie, l'unité territoriale de la Syrie, et qu'il est hors des questions et il faut continuer la lutte contre le terrorisme. Or, aujourd'hui, dans toutes les événements montrent, je peux dire, les événements depuis 2012 jusqu'à 2011 jusqu'à maintenant montrent une véritable connivence de l'État d'Israël avec les terroristes, ajouté au fait que jusqu'à aujourd'hui, on découvre dans la Routa, dans le gouvernorat de Koneitra, en fait, dans tous les villages de Koneitra qui ont été libérés, dans la Routa, à Dera, dans les tunnels qui ont été abandonnés par les terroristes, on continue à découvrir des armes et des munitions et des médicaments israéliens, américains, français et anglais. Ce qui montre quand même la réalité de ce soutien aux terroristes, alors qu'ils se pavanaient de paroles antiterroristes et contre le terrorisme, etc., etc.